Voilà. Et donc, on va entamer euh, le, le- l'agenda de la semaine. On va remonter dans le temps, on va faire un retour vers le passé, voilà, pour revenir en début de semaine dernière, mardi soir précisément, le 3 septembre 2024, où nous avons appris que Édouard Philippe a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Voilà, c'est le premier événement que j'ai choisi de couvrir avec vous, puisqu'on va le faire dans l'ordre chronologique. On va partir du début de la semaine dernière, on va aller jusqu'à la date d'aujourd'hui, et puis on va tirer un petit peu l'agenda de la semaine à venir. Voilà, j'en profite pour le préciser. Donc c'est un article assez court de Libération qui synthétise un petit peu ce qui a été dit au moment où Édouard Philippe a annoncé sa candidature à la présidentielle. Donc Édouard Philippe, qui c'est? C'est le maire Horizon du Havre. Il est maire du Havre, donc pas très loin de chez moi. Ancien Premier ministre et Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020 et qui est membre du parti Horizon. Horizon qui fait partie de la coalition présidentielle des trois partis avec Ensemble pour la République, qui est actuellement dirigé par Gabriel Attal et représenté par Emmanuel Macron, le MoDem, l'indétrônable MoDem du centre avec François Bayrou, et Horizon, donc, qui a été créé, il me semble, en 2017, justement, au moment des présidentielles, par Édouard Philippe, ou juste après les présidentielles de mémoire. Voilà, donc c'est un parti de centre droit. Édouard Philippe est de centre droit. Et il soutient Emmanuel Macron. Enfin, il soutenait justement, et c'est ce qu'on va voir au travers de cet article. Donc il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle le mardi 3 septembre en soir dans une interview au Point, son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Pendant ce temps, le président de la République a reconsulté les partis en vue de trouver un Premier ministre. Et oui, à ce moment-là, nous sommes mardi soir et nous ne savons pas qui va être Premier ministre. Nous avions alors différents noms qui circulaient à l'époque. Bernard Cazeneuve, euh, Michel Barnier, oui c'est ça. Et on avait qui d'autre? Je me souviens plus. Bref, voilà. Mais c'était pas encore acté. On va lire le résumé parce qu'après tout ça c'est la suite. Le résumé qui constitue donc le cœur de cet article. L'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, a annoncé ce mardi soir dans une interview au Point son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est une citation. Ce que je proposerai sera massif, promet-il. Ça, c'est typique de quelqu'un qui veut se présenter, de se faire bien voir quand il lance une candidature. Évidemment que tu vas pas te lancer en politique, et surtout que tu vas pas te lancer à la présidentielle pour dire je vais faire des petits changements, hein. La situation me va, donc on va bouger deux, trois choses et puis c'est tout. Évidemment que quand tu veux te présenter en homme providentiel, tu vas promettre des changements massifs, des changements importants, à la fois dans la continuité et un peu dans la rupture, surtout compte tenu de la position d'Édouard Philippe, qui est donc ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a fait trois années de politique d'Emmanuel Macron jusqu'à ce que le Covid mette son grain de sel dans les rouages. Mais donc pour lui, l'idée, c'est clairement de se positionner en tant que successeur d'Emmanuel Macron. Pourquoi je dis ça? Pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, tout simplement parce que, à l'heure actuelle, la Constitution de la Ve République interdit à un président en exercice qui a effectué deux mandats de pouvoir se représenter pour un troisième mandat. Emmanuel Macron a été élu en 2017, puis en 2022, il a donc fait deux mandats, il n'a pas le droit de se représenter en 2027. Qu'importe s'il démissionne, s'il se passe quoi que ce soit, il n'aura pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Donc forcément, dans son camp, on se pose la question depuis sa victoire en 2022 de savoir qui pourra lui succéder, qui pourra prendre la suite et espérer être élu à sa place en 2027. Eh bien, semble-t-il, Édouard Philippe a décidé de prendre les devants en annonçant sa candidature.
Est-ce qu'elle est concertée? Est-ce qu'elle a été annoncée au cadre de la majorité présidentielle? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais du coup, je pense qu'en fait, il préfère prendre les devants pour se positionner en tant qu'ancien Premier ministre pour essayer de faire l'unanimité autour de lui avant que d'autres ne fassent la même chose. Puisque de toute façon, on va avoir des mobilisations, enfin, il y a fort à parier qu'il y ait des mobilisations des anciens des centristes au fur et à mesure que 2027 va se rapprocher. Euh, Gabriel Attal, après avoir été Premier ministre, n'a pas caché ses intentions de devenir président de la République. Euh, Gérald Darmanin, qui se voyait Premier ministre à la place de Gabriel Attal, lui non plus n'a pas caché ses intentions d'être élu président de la République. Il y a aussi Bruno Le Maire, l'indétrônable Bruno Le Maire du ministère des Finances. Voilà, donc il y a plusieurs figures politiques. François Bayrou, certainement, qui va mettre son grain de sel. Donc voilà, ça fait plusieurs figures politiques qui sont en train de se préparer. euh, de se mettre finalement dans les starting blocks de 2027 pour pouvoir se positionner. Est-ce que du coup la candidature, enfin l'annonce de la candidature d'Édouard Philippe va précipiter les choses vis-à-vis des autres? On le verra, je ne suis pas sûr. On verra ce que réserve un petit peu le climat politique pour l'heure. J'imagine que, en fait, pour l'instant, la majorité, enfin, qui n'est plus majoritaire d'ailleurs, la minorité présidentielle, comme on devrait l'appeler dès à présent, finalement, j'imagine qu'elle se concentre plus sur un petit peu comment essayer de limiter les pots par rapport au gouvernement qui est en train de se constituer, de cette minorité présidentielle qu'ils ont, de cette perte de pouvoir, finalement, quand bien même ils ont essayé de sauver les meubles à droite à gauche, avant de penser à 2027, puisque au vu de la situation politique, on va certainement avoir une nouvelle dissolution avant la présidentielle de 2027 finalement. Donc, je pense que pour l'instant, les membres de les anciens ministres, etc., bref, les figures de proue du centre sont plutôt en train de consolider le front parlementaire plutôt que d'essayer d'entrevoir 2027. Donc c'est finalement un double coup de force de la part d'Édouard Philippe. Moi, je le vois un peu comme ça. Parce qu'en fait, lui n'a plus aucune responsabilité au sein du gouvernement, au sein de la Macronie. Il est maire du Havre, il gère sa ville du Havre, voilà, il est consulté de temps en temps sur des questions reçues. Salut Valérie, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Eh ben écoute, je te souhaite la bienvenue sur l'agenda de la semaine où on décrypte un petit peu et on replace les actualités politiques dans un temps plus long. On revient sur l'actualité de la semaine qui vient de se terminer pour voir un petit peu ce qu'il va se produire pendant la semaine qui va venir pour redonner du sens, de la substance à l'information. Voilà, donc n'hésite pas à commenter dans le chat si tu as des choses qui te viennent en tête. Voilà, c'est moins qu'un monologue, j'ai vraiment envie d'avoir une interaction avec mon public. Donc si tu as des choses à dire, n'hésite pas. Et surtout si tu as des questions, puisque le but de ce format-là, c'est avant tout de voir l'actualité et d'en faire de la pédagogie, d'expliquer des choses pour ceux qui ne comprendraient pas tout ce qui se trame dans le monde politique et donc de donner toutes les définitions qu'il faut pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe et pourquoi pas se faire une opinion. Moi, c'est ce que je voudrais que les gens puissent se faire à terme. Donc voilà, je viens de commencer le live, hein, ça fait un petit quart d'heure que le live est lancé pour moi. Et en fait, j'étais en train de parler du premier événement qui s'est produit la semaine dernière, puisque je le fais de façon chronologique en partant du début de la semaine dernière pour aller jusqu'à la fin de la semaine actuelle qui est lancée. Et donc, le premier événement politique que j'ai choisi de couvrir, c'est Édouard Philippe qui a choisi d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Voilà.
Et donc, concrètement, j'étais en train de dire que pour lui, c'était finalement un double tour de force, puisque à la fois, il arrive à doubler tous les cadres de la majorité, majorité, minorité présidentielle, comme on pourrait dire maintenant, puisqu'en fait, ils sont occupés avec la composition du futur gouvernement et aux éventuelles futures dissolutions qui vont avoir lieu. Et à la fois, en fait, ça le place en tant que figure de proue pour la prochaine, justement, élection présidentielle. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait en plus, qu'elle soit en 2027 comme avant. Il n'a pas caché son intention d'être candidat le plus possible. Je vais surtout écouter puisque je travaille en même temps. Mais il me faut un petit récap parce que c'est n'importe quoi la politique en ce moment. Eh ben, c'est tout l'intérêt, voilà, de l'agenda politique, de faire un récap de l'actualité et surtout de la décrypter pour que ce soit bien clair dans les esprits. Donc voilà. Bah écoute, ce qu'on fera pour éviter, puisque du coup tu travailles et je voudrais pas saboter toute ta productivité, même si j'imagine que tu dois avoir une concentration du tonnerre. Ce qu'on fera, c'est que à la fin de chaque élément d'actualité que je choisirai de couvrir, je demanderai si c'est clair pour toi et pour d'autres personnes qui seraient là. Comme ça, voilà, ça te permettra de te signaler à ce moment-là et moi de savoir si je dois réexpliquer des choses. Voilà. Donc, Édouard Philippe qui se positionne en tant que première force pour reprendre la position d'Emmanuel Macron à la fin de son quinquennat, que ce soit en 2027 comme avant 2027, euh, en fonction des événements politiques qui vont se passer. Et en ce moment, comme effectivement l'agenda est très obscur et très difficilement planifiable, on peut difficilement lui tenir rigueur de dès lors se positionner sur un créneau, pourquoi pas avant 2027 pour la présidentielle. Mais voilà, on voit clairement qu'il veut se positionner. Comme il a été Premier ministre, eh ben, il veut être le successeur d'Emmanuel Macron en étant le seul candidat du centre à l'élection présidentielle. On verra ce que l'avenir lui réserve, s'il y aura une primaire du centre, s'il y aura d'autres candidats du centre, ou s'il ne se fera pas mettre en concurrence par d'autres candidats qui se déclaraient. Donc à côté de ça, ah oui d'accord, ça c'était sur la nomination du Premier ministre. Donc en gros ça c'était sur le début de la semaine, hein. On était dans une situation où Édouard Philippe déclare sa candidature. Emmanuel Macron n'avait toujours pas nommé de Premier ministre. On avait différents noms qui émergeaient, hein. Ça va faire déjà une semaine, mais mine de rien il se passe tellement de choses que c'est important de revenir là-dessus. On avait différents noms, Bernard Cazeneuve, Thierry Baudet, Xavier Bertrand. Et finalement, c'est celui de Michel Barnier qui aura été choisi. Il y a une actualité politique qui va se rapprocher et Libération choisit d'en parler. C'est le budget 2025 qui va bientôt être étudié par le Parlement, qui doit être au plus tard déposé le 1er octobre lors de la rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc l'agenda politique s'accélère et c'est aussi pour ça que je choisis en cette deuxième semaine du mois de septembre de lancer ce format-là pour justement vivre cette accélération du calendrier politique et ne rien rater des plus grandes informations politiques. Eh ben écoute, moi j'en ai terminé pour Édouard Philippe, voilà, j'ai réglé son compte, on va dire. Si tu as des questions sur l'annonce de la candidature à la présidentielle d'Édouard Philippe, n'hésite pas à te manifester, sinon voilà, je vais enchaîner avec l'actualité suivante. Voilà, je te laisse quelques secondes, et sinon je vais passer à l'actualité suivante, au jour suivant de la semaine, d'une semaine qui aura été riche en, en actualité politique. C'est vrai que ça manque d'un petit fond sonore là maintenant que j'y pense. Mais bon, pour l'instant, je m'aventure pas sur ce terrain. J'ai pas envie de me prendre des DMCA de Twitch dans la tronche. Ça fait à peine une semaine que je suis lancé. Ce serait dommage que je perde ma chaîne aussi rapidement juste parce que j'ai voulu créer une ambiance sympathique. Mais je verrai ça en temps et en heure. Eh ben écoute, alors.
Quel est l'enjeu de ce fameux budget et le lien avec le Premier ministre? Ah, alors, eh ben écoute, vu que tu poses la question, finalement, ça va arriver dans le prochain article que j'ai prévu de voir, puisque au lendemain de l'annonce de l'interview de, Ouais, ouais, j'ai compris un petit peu justement ta question, donc je vais pouvoir y répondre là-dessus. J'ai un article là-dessus finalement qui en parle un petit peu, tu vois, justement, tu as même une ligne du Monde sur la bataille du budget, donc c'est vraiment pour te dire que ça brûle les lèvres de tous les acteurs politiques. Donc voilà. Après l'annonce de la candidature d'Édouard Philippe, on s'est retrouvé le lendemain, d'un coup d'un seul, avec l'annonce du président de la République de nommer Michel Barnier, Premier ministre. Donc Michel Barnier qui est membre du parti Les Républicains. euh, voilà, alors qui a peut-être changé de nom d'ailleurs, c'est un peu le flou en ce moment la situation avec Éric Ciotti qui est à la fois chef du parti mais plus vraiment dans les faits. Donc voilà, il semblerait que le parti soit de nouveau sur le point de changer de nom. Pour l'instant, je préfère dire les Républicains puisque on va les laisser se dépatouiller. Donc, il se trouve que Michel Barnier a été nommé par Emmanuel Macron pour être Premier ministre de la France euh, à partir de maintenant. Pour un timing, on ne sait pas combien de temps il va rester finalement, parce que le principal écueil, celui du budget, justement, va voir s'il va échapper à la censure ou non. Sitôt nommé, Michel Barnier a donné une interview aux 20h de TF1 et donc a donné quelques éléments de sa politique qu'il va pouvoir donner. Donc j'en profite d'abord pour parler de cette interview, des grandes orientations de politique qu'il va pouvoir notamment exprimer à l'Assemblée nationale et au Sénat une fois que les chambres seront réunies. Et ensuite, je ferai justement un petit laïus sur le budget pour dire à quel point il va être finalement assez flou. Donc, au lendemain de sa nomination par Emmanuel Macron à Matignon, le nouveau chef du gouvernement a accordé son premier entretien au JT du 20h de TF1 vendredi soir. Il a promis que l'exécutif entrait dans une nouvelle époque. Après une première journée de consultation politique, le nouveau Premier ministre Michel Barnier a donné sa première interview après la nomination à Matignon la veille, vendredi 6 septembre, au JT de 20h de TF1. Le fait qu'en plus il donne sa première interview sitôt nommé le lendemain, parce que là en plus du coup on n'est pas jeudi, pardon, je me suis trompé, on est carrément vendredi, donc on a un petit peu avancé dans la semaine, ça montre qu'en fait tous les noms qui circulaient se préparaient et avaient leurs idées à proposer, leur grand cap pour bâtir une alliance politique avec les différents partis de l'Assemblée, puisque là clairement il s'agit de coalition et de cohabitation actuellement. Mais voilà, Michel Barnier avait déjà un programme de prêt. Était-ce celui de la primaire de 2022 à laquelle il s'était présenté? On va le voir justement là-dessus. L'ancien ministre de droite et négociateur du Brexit, oui, parce qu'il a bossé à la Commission européenne, voilà, il a été un cadre des instances européennes pendant longtemps, il est connu et respecté au sein des Républicains là-dessus, a justifié sa nomination par sa capacité de négocier, de mettre des gens ensemble, de les respecter, de les écouter. Chargé par Emmanuel Macron de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays, le Savoyard de 73 ans se sait déjà en sursis, belle allitération, et va devoir trouver les bons équilibres pour ne pas tomber à la première motion de censure. Parce que c'est ça c'est un peu finalement l'épée de Damoclès qui va être sur la tête de tous les premiers et premières ministres euh, avec la composition de l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Fait intéressant, il a assuré qu'il respectait les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, dont dépend sa survie au Parlement, mais qu'il n'avait rien en commun ou pas grand-chose de commun avec les thèses ou idéologies du parti d'extrême droite. Le président de la République est accusé d'avoir placé M. Barnier sous la tutelle du parti d'extrême droite, qui a donné son accord implicite à sa nomination, en affirmant qu'il ne le censurerait pas d'office
après avoir refusé celle de Bernard Cazeneuve, puis de Xavier Bertrand. Là, on est dans des tractations politiques, politiciennes qui nous ont occupés toutes ces dernières semaines. Trouver un Premier ministre qui ne soit pas censuré par euh, l'Assemblée nationale, puisque c'est la Constitution qui est comme cela, qui prévoit que le président de la République est chef de l'État et que le Premier ministre est chef du gouvernement, et que dans la Cinquième République, le chef de l'État n'est pas responsable devant le Parlement, mais le chef du gouvernement, oui. Le Premier ministre et son gouvernement a des comptes à rendre en permanence à l'Assemblée nationale qui peut décider de le démettre de ses fonctions. Et en fait, on est dans une situation politique assez tendue, puisque, hop, je vais vous le montrer, hop, 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 voilà, j'active un peu tout. L'élection législative anticipée, qui a eu lieu le 30 juin et 7 juillet, nous a donné une Assemblée nationale la plus éclatée depuis l'histoire de la Cinquième République. Elle nous donne une image d'une assemblée qui est presque aux couleurs d'une assemblée nationale du temps de la Quatrième République, où il n'y avait pas ce qu'on appelle le fait majoritaire, c'est-à-dire que le système électoral des législatives faisait en sorte, jusqu'en 2022, que celui qui était élu président de la République avait forcément, pratiquement, dans la plupart du temps, une assemblée nationale à ses couleurs finalement, ce qui lui permettrait en fait d'impulser une politique dans le sens qu'il a promu lors des élections présidentielles. Or, après les élections européennes et le camouflet du camp présidentiel face au score du Rassemblement national et des partis de gauche, le président de la République a décidé d'en tirer les leçons, si je puis dire, en actant la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections ont eu lieu et nous ont donné une Assemblée nationale avec un total de 13 groupes politiques, voilà, et aucune majorité absolue pour l'un des camps. Il y a trois coalitions qui sont actuellement représentées au Parlement. Il y a la coalition du NFP, du Nouveau Front Populaire, qui regroupe les partis de gauche, à savoir le groupe des communistes, GDR, le groupe de la France Insoumise, le groupe des écologistes et le groupe du Parti socialiste. Ensemble, ils forment un total de 193 élus qui ont choisi de rejoindre cette coalition de groupes et qui a été élue au soir du 7 juillet. Et donc, ils étaient en situation de majorité relative, puisque c'est eux qui avaient le plus de nombre de députés en étant coalisés. La deuxième coalition qui s'est présentée à cette élection législative, c'est la coalition du centre, menée par le parti présidentiel Ensemble pour la République, le parti démocrate, le MoDem de François Bayrou, et on l'a vu, le parti Horizon d'Édouard Philippe. Ensemble, ils ont réussi à faire un total de 160 et quelques élus au total, donc au sein de cette coalition qui se déclarait en soutien du président de la République et de sa politique. Et donc, ils étaient en situation, en termes de coalition, de dernier arrivé à l'élection présidentielle. Car en effet, il y a une troisième et dernière coalition qui est arrivée deuxième de ces élections législatives, la coalition de l'extrême droite menée par le Rassemblement national et les ciotistes qu'on appelle du groupe à droite, donc qui forment un total de eh ben non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Si, 142, 140... Non, non, pardon. C'est moi qui sais pas calculer. La coalition présidentielle est deuxième avec 160 sièges et la coalition d'extrême droite est troisième avec 143 sièges de mémoire. Donc on a trois coalitions qui font face dans le Parlement, qui ont un nombre de sièges qui sont très proches, et des petits groupes politiques
qui finalement donne le là de cette nouvelle législature. Le groupe des Républicains, qui a choisi finalement de se rapprocher un peu plus de la Macronie sans pour autant entrer dans une coalition. On verra dans les prochaines semaines s'ils entrent bel et bien dans une coalition gouvernementale et donc si la coalition du centre s'ouvre à la droite. Et un autre groupe politique qui est l'IOT, qu'on appelle Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, qui sont différents députés sans étiquette politique, enfin avec des étiquettes politiques un petit peu diverses, bien souvent des élus ultramarins ou régionalistes ou qui sont dissidents de différents partis, qui ont choisi de s'unir pour pouvoir constituer un groupe politique. Et bien sûr les non-inscrits qui comptent, qui sont là, mais qui comptent comme portion congrue de cette Assemblée nationale. Pourquoi je suis revenu autant sur cette hémicycle qui s'ouvre à nous? Eh bien, tout simplement parce que la motion de censure est une arme politique. Ah, attendez, ça toque à ma porte, mais bon, je vais pas pouvoir. Je suis en live, ça va devoir attendre. La motion de censure est déposée par des groupes politiques lorsqu'ils veulent démettre le Premier ministre et donc avoir un autre Premier ministre, une autre politique. Ah, ça toque vraiment. Eh ben écoutez, je fais une petite pause et je reviens tout de suite dès que j'ai vu qu'est-ce qu'on voulait. Je suis de retour. Hop, je vais remettre mon petit écran. Voilà. Hop. Petite démarche de voisinage. Voilà. Donc on va reprendre là où j'en étais. Oui, je suis tellement de mon nez. Mais en plus, la blague, c'est qu'il n'y a jamais personne qui frappe chez moi. Et bien sûr, il faut que je sois en live pour que on vienne me parler des problèmes de voisinage. Donc, on va reprendre où on en était. Donc, voilà, j'ai parlé un petit peu de la composition de l'Assemblée nationale telle qu'elle va être dans les prochaines semaines, tout simplement pour expliquer que il y a tous les premiers ministres qui seront nommés avec cette composition d'Assemblée nationale-là sont sous le coup d'une motion de censure déposée par un groupe politique pour changer de Premier ministre. Une motion de censure, c'est un texte qui est déposé à l'Assemblée nationale dans l'optique justement de se débarrasser du Premier ministre. Il faut savoir que du coup, si on veut se débarrasser du Premier ministre,
on vote la motion de censure. Et pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle recueille la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. C'est toujours comme ça que la présidence de l'Assemblée nationale l'expliquera. Il se trouve que donc ce sont 289 députés qui sont requis pour faire tomber un gouvernement. C'est comme ça qu'on appelle le vote d'une motion de censure. Et donc, représenter uniquement son parti ou sa coalition, c'est s'exposer systématiquement à se faire censurer par les deux autres coalitions. Et c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à avoir un Premier ministre de nommer. En effet, si nous avions eu Gabriel Attal, par exemple, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, euh, donc pour représenter uniquement le bloc centriste, eh bien en fait, il y a fort à parier qu'en fait on aurait eu la motion de censure votée par les communistes, par la France insoumise, par les écologistes, par le PS, ensemble les démocrates Horizon non, les LR n'auraient peut-être pas voté la motion de censure, ça aurait été un petit peu au cas par cas, un petit peu comme au moment de la loi sur les retraites du début d'année 2023. Le groupe des élus ciotistes aurait certainement voté la motion de censure aussi, et bien sûr le Rassemblement national aussi. Et vous voyez que rien qu'avec ces deux coalitions-là, on est à 335 voix, le gouvernement serait tombé si Gabriel Attal était resté à Matignon. Il y a eu une option de composer un gouvernement avec le NFP, le nouveau Front Populaire, qui avait décidé de nommer Lucie Castet en tant que future première ministre. Mais il se trouve que le nouveau Front Populaire n'avait pas du tout dans l'optique de négocier avec les autres partis, ce qui donc aurait conduit au dépôt d'une motion de censure par différents groupes politiques. Bien sûr, les membres du NFP ne l'auraient pas voté, par contre, Ensemble l'aurait voté, le Modem oui, Horizon, LR, à droite, RN, et on tombe de nouveau, enfin pas de nouveau, là, à 355 sièges. Donc deux coalitions de nouveau qui décident de faire tomber un gouvernement. Le gouvernement tombe dans tous les cas. Et la pire hypothèse, et d'ailleurs celle qu'on nous prédisait juste avant le résultat des élections législatives, qui aurait été en cas de victoire du Rassemblement national, que ce soit une majorité relative ou absolue, dans cette configuration-là, si Emmanuel Macron avait décidé de nommer un Premier ministre issu du Rassemblement national, comme par exemple Jordan Bardella, une motion de censure aura été déposée à tous les coups et votée par l'ensemble des partis du Front républicain des élections, donc de la gauche communiste jusqu'aux républicains, mais pas aux ciotistes. J'ai oublié l'Eliott qui, dans un esprit républicain, aurait évidemment voté la censure. Là, voilà, on aurait eu 428 voix, donc censure d'un gouvernement. C'est pourquoi Emmanuel Macron a cherché un profil rassembleur qui puisse aller au-delà de, des trois coalitions actuellement représentées au Parlement. Et donc, c'est pour ça qu'il a choisi Michel Barnier. Puisque du coup, là, je vais le faire en mode soutien de Michel Barnier. Il y a évidemment les LR, puisque ils sont de son groupe politique. Horizon, les démocrates et Ensemble ont choisi de soutenir Michel Barnier. Vous me direz, on n'est pas encore à 289 voix pour faire une majorité absolue. Là, je parle en termes de soutien. Mais en fait, ce qu'il s'est passé, et c'est pour ça que c'est Michel Barnier qui a été choisi, c'est parce que, implicitement, le Rassemblement national a décidé de ne pas censurer Michel Barnier, et donc de lui donner une confiance au début, avec des lignes rouges à ne pas franchir. Et donc, rien qu'avec le Rassemblement national ajouté à tout ça, petit coucou, tu n'as pas le son. Ah oui, d'accord, tu regardes. Oui, d'accord, ok. Eh ben, salut Guillaume, j'espère que tu as passé un bon week-end. J'espère que ta journée se passe mieux que ce que tu nous disais sur la pause du midi, parce que c'était assez marrant ce que tu nous disais. Mais donc voilà, du coup, pourquoi Michel Barnier a été élu. Je regarde en scred. Ouh. Oui, mais en même temps, c'est du contenu pédagogique, donc c'est pour te permettre d'être un meilleur professeur. Voilà, tu pourras dire ça pour te faire mousser. Voilà. Donc, nous sommes dans une situation où le Rassemblement national a décidé d'accorder sa confiance
entre guillemets, à Michel Barnier, à condition que certaines propositions soient votées. Et en fait, le RN, c'est le Rassemblement national qui a réussi à infléchir la nomination à droite toute plutôt qu'à gauche toute, puisqu'en fait, le Rassemblement national est dans une situation de faiseur de roi. Actuellement, le Rassemblement national décide de soutenir le Premier ministre, mais des mots de la présidente du groupe, Marine Le Pen, si certaines lignes rouges sont franchies, le RN retirera son soutien à Michel Barnier. Michel Barnier perdra donc son soutien et sera en position d'être censuré. C'est pourquoi, en fait, Michel Barnier, c'est très intéressant les mots qu'il emploie ici dans dans cet article. Il respectait les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, donc il donne crédit euh, aux, euh, aux éléments de programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qu'ils ont défendus pendant la campagne des élections législatives, mais qu'en même temps il dit qu'il n'a rien en commun ou pas grand-chose en commun avec les idéologies. Mais le problème c'est qu'en fait cette phrase, elle ne sert à rien, concrètement. Cette phrase, c'est une espèce de caution politique pour expliquer qu'il veut garder une sorte d'indépendance par rapport au Rassemblement national. Mais il le sait, et les analystes du monde politique le savent. Il est à la merci du Rassemblement national, et donc il va devoir prendre des éléments de programme du Rassemblement national. Cette nomination, en plus de la progression de score du Rassemblement national, moi je vois la nomination de Michel Barnier comme une marge de progression supplémentaire du Rassemblement national, une nouvelle victoire pour l'extrême droite qui grappille encore davantage de place dans le pays, puisque là, Michel Barnier ne va pas avoir d'autre choix que de faire les yeux doux à l'extrême droite pour pouvoir garder son poste sur les votes les plus importants qui vont arriver, celui du budget. On va y revenir, mais on va d'abord parler un petit peu des éléments qui ont été décrits par Michel Barnier pour son programme à Matignon en tant que Premier ministre. On verra sa composition de gouvernement. Il a parlé d'amélioration de la réforme des retraites. Alors, amélioration, j'en ai marre de zapper les choses importantes, genre tes lives. Ah mais oui, coucou Bazar des Fées, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Eh ben écoute, moi ça va bien. Là j'étais en train de parler un petit peu de l'agenda politique, voilà ce concept que je viens de lancer, qui permet de faire le bilan d'événements politiques qui se sont passés la semaine passée, pour redonner du sens à l'information politique et de parler un petit peu des grands éléments qui vont nous occuper pour la semaine à venir. Voilà, donc on fera ça tous les lundis, l'agenda politique de 15 heures à 17 heures. Et le mardi, on fera le b.a.-ba politique dans le cadre du Café Normand, où on isolera un fait politique pour faire plein de pédagogie, pour intéresser les gens et leur permettre de comprendre ce qu'il se passe, leur comprendre les mots qui sont employés pour qu'ils puissent, pour bien faire, se faire une opinion. Week-end recluse à l'appart, Kimi est parti, je me sens vide et je lui ai fait découvrir Ace Attorney. Chapitre 3 du 1. Oh bah dis donc, et vous avez pas chômé, hein. Chapitre 3 du 1. Je me souviens plus, c'est quelle affaire ça? Je sais pas, on verra peut-être ça justement lors de la suite de nos aventures sur Ace Attorney. Voilà, mais excellent jeu. J'imagine qu'elle a bien dû apprécier de faire ça en ta compagnie. Ah oui, le samouraï d'acier, c'est vrai. Ah bah je crois que c'est justement là où je me suis arrêté dans ma partie. Bref, revenons à nos moutons. Donc, sur l'agenda politique, j'ai commencé ce live en parlant de la candidature d'Édouard Philippe à la présidentielle de 2027. Voilà, enfin à l'élection présidentielle, c'était la première actualité de la semaine où j'ai expliqué qu'en fait c'était un double tour de force pour lui, où il arrivait à la fois à prendre de court tous les cadres centristes qui eux sont occupés à essayer de consolider leur position au sein du Parlement. Et en même temps, il se place en tant que figure hégémonique pour prendre la succession d'Emmanuel Macron, que ce soit en 2027 ou avant. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai pu expliquer sur Édouard Philippe à ce niveau-là. Donc,
C'était en début de semaine dernière. On a parlé ensuite de Michel Barnier, expliquer un petit peu d'où venait Michel Barnier, pourquoi est-ce qu'il a été nommé, et donc pourquoi lui et pas un autre. Et je le disais comme ça, que c'était en fait une nouvelle victoire idéologique du Rassemblement national qui, en plus d'avoir progressé en nombre de sièges sur cette nouvelle législature de l'élection législative, impose de plus en plus ses idées sur le monde politique, puisque Michel Barnier, pour avoir le soutien du Rassemblement national, n'aura pas d'autre choix que de prendre des éléments du programme du Rassemblement national euh, pour pouvoir gouverner et ne pas tomber à la première motion de censure. Voilà un petit peu de quoi il en est. Donc concrètement, on en était là. Il a fait une interview et il a parlé notamment d'amélioration de la réforme des retraites. Donc ça dépend de comment on l'entend, de si on est de centre, de droite ou de gauche. Là, il parle en tant que droite, donc amélioration de la réforme des retraites, c'est-à-dire que celle qui a été mise en place en 2023 n'est pas assez pour lui. Le Premier ministre a déclaré vouloir ouvrir le débat pour une amélioration de cette dernière. Je m'exprimerai devant l'Assemblée nationale et aussi au Sénat dans les prochaines semaines sur ce sujet qui est très grave. On ne va pas tout remettre en cause. Cette loi a été votée dans des conditions très difficiles, elle a exigé des débats. Oui, comment ça, amélioration? Ben, comme je te disais, c'est quelqu'un de droite, il est issu des Républicains, voilà, qui est même finalement, il a été nommé pour ça, hein, c'est parce qu'il est de droite, d'une droite très très droitière, et donc pour eux, ce qu'ils appellent améliorer une réforme des retraites, c'est-à-dire améliorer les pépettes dans la caisse, c'est-à-dire ce que ça fait raquer aux assurés sociaux. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, une réforme des retraites, c'est avant tout pour faire travailler les gens et rapporter des sous dans la caisse, plutôt que d'améliorer les conditions de vie des retraités qui ont cotisé toute leur vie. Mais encore une fois, vous voyez, avec ces mots-là, et ça c'est finalement l'héritage de la Macronie, des mots comme ça qui sont devenus vides de sens, parce qu'en fait on leur fait dire ce qu'on veut. Je vais ouvrir le débat sur l'amélioration de cette loi pour les personnes les plus fragiles et je le ferai avec les partenaires sociaux. Voilà, moins bien pour nous. Faut savoir, si tu n'as pas eu l'information, c'est bien, ça permet de le dire. Michel Barnier, quand il était candidat aux primaires des Républicains pour l'élection présidentielle de 2022, lui tablait sur un système de retraite avec un départ généralisé à 65 ans. Voilà un petit peu, c'était la ligne qu'il défendait lui. Donc, c'est une situation qu'il voudrait mettre en place, une réforme plus dure que celle qui a été mise en place en début d'année 2023. Donc c'est pour ça qu'il parle de l'améliorer. Ah bah voilà, bah c'est dit là. Partisan lors de la primaire des Républicains en 2021 d'un report de l'âge légal à 65 ans, vous voyez comme quoi j'invente rien, hein. Monsieur Barnier s'est refusé à dire qu'il reviendrait sur le décalage de 62 à 64 ans inscrit dans la réforme adoptée au forceps en 2023. J'aurai jamais de retraite. Ouais, c'est vrai que en plus, d'autant plus parce que il y avait une première itération de la réforme des retraites, celle de 2020, qui prévoyait d'unifier tous les systèmes spécifiques de retraite. Je ne sais pas si celle des intermittents était considérée dedans, mais clairement, c'est quelque chose qui est toujours dans les valises des macronistes. Il faut savoir que cette fusion de tous les systèmes de retraite, pour avoir un seul système de retraite et où tout le monde galère et est logé à la même enseigne, c'est ce que veulent les centristes et les républicains, si je peux dire. Républicains, les partis, pas les républicains idéologiquement parlant, hein. Donc, il faut faire très attention parce que ça, cette logique d'unification du système des retraites, elle est toujours là. Et notamment les républicains qui défendent depuis très longtemps, et notamment François Fillon, hein, ça nous renvoie en 2017, un système de retraite à points, où en fait, on indexe les pensions à un système de points, un peu comme l'est justement le traitement des fonctionnaires actuellement dans la fonction publique. J'ai une alerte info, on me dit.
Ah oui, effectivement. Ne me demandez pas de dire où nous allons aboutir, je veux engager sur ce sujet une amélioration, mais en respectant le cadre budgétaire. Et voilà aussi pourquoi Michel Barnier a été nommé. C'est un ancien... T'es abonné au Monde? Non, pas du tout. Je suis abonné à aucun journal. C'est pour ça que les articles que j'ai choisis, en fait, ils sont gratuits. Ils sont gratuits parce que sinon, en fait, ça nous tease et on peut pas les lire, quoi. S'il a les mêmes idées que le RN, Marine Le Pen disait que le système intermittent coûtait trop cher, ce qui est totalement faux, il est même excédentaire, mais apparemment, c'est rigolo de taper les artistes. Ah bah ça, c'est une grande martingale du centre de la droite et de l'extrême droite, hein, de considérer que les intermittents ne rapportent rien au pays, bien au contraire, elles coûtent, et quand bien même on les met devant les faits, ils préfèrent botter en touche à ce niveau-là. Mais bon. Hein, la post-vérité s'est définitivement installée dans notre pays. J'en ai bien peur. Donc ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'en gros, ce qu'il entend par amélioration de la réforme des retraites, c'est qu'elle respecte le cadre budgétaire. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un rapport d'évaluation du Conseil d'orientation des retraites qui disait que finalement, les prévisions d'économie de la réforme qui est actuellement en train d'entrer en vigueur, finalement, en fait, elles n'étaient pas suffisantes et que donc on n'arrivait pas à gagner assez de sous en réformant les retraites. Et donc, le but de Michel Barnier, en tant qu'ancien cadre de la Commission européenne, il me semble qu'il a été commissaire européen d'ailleurs, c'est justement d'être dans les clous des attendus de Bruxelles, de la Commission européenne. Et donc, pour ça, rentrer dans le cadre du budget. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'entend Bruxelles, c'est arrêter de dépenser à tout va et faire des économies. Il me semblait bien ouais, qu'il était commissaire européen. J'ai vu justement, il disait en haut qu'il était négociateur du Brexit. C'était peut-être sa fonction justement au sein de en tant que commissaire européen là-dessus. J'en étais où? Euh, Nanana, avec les partenaires sociaux, cadre budgétaire, voilà. Donc clairement, le but de cette nouvelle réforme budgétaire qu'il nous prépare, c'est faire économiser encore de l'argent au système de retraite, soit en reportant l'âge de la retraite, soit en ajustant d'autres curseurs, mais qui vont pénaliser voilà, des retraités ou des futurs retraités, assurément. Évoquant en creux le contexte d'adoption de loi, Michel Barnier a estimé qu'on travaille mieux avec le Parlement, y compris dans les situations difficiles où nous sommes, qu'on doit respecter et prendre en compte les partenaires sociaux, les syndicats. Là, clairement, bon, ce qu'il dit, il est républicain, il a été à l'Union européenne, donc il a l'habitude de négocier. Et en fait, il se trouve que là, la situation de notre Parlement fait que quand bien même il ait une idée de réforme des retraites, il sait qu'en fait sa réforme initiale, elle ne verra jamais le bout tel que lui le voudrait. Parce qu'en fait, il y a différents partis qui vont devoir peser dans les balances avec qui il va devoir négocier. Il y a la coalition du centre, il y a les républicains, et bien sûr il y a l'extrême droite, ou ses valeurs de soutien pour le gouvernement euh, de Barnier. Donc peu importe le système de retraite qu'il sait, c'est pour ça qu'il reste volontairement flou. C'est normal que ton micro soit si bas. Eh ben non, parce qu'il est au même niveau que d'habitude. Alors, peut-être que... Non, là je le baisse. Non, bah en plus là il est à fond. C'est peut-être lui qui est plus loin. Non, parce que moi au niveau du son... Je vais écouter mon retour. Juste quelques instants. J'écoute mon retour pour voir ce que ça donne si mon son est véritablement en bas. Ouais, il est un peu faible, mais pas plus que les autres jours. Je vais le remonter parce que, mais pas beaucoup parce qu'en fait, il a tendance à rapidement monter dans les seuils de saturation. Donc, oui, voilà, je disais qu'il reste volontairement flou parce que son projet de base sera forcément amendé en long, en large et en travers à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat.
Voilà donc un premier axe de travail de Michel Barnier et pour son futur gouvernement. Bonjour, Romaniax, c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo? Est-ce que tu peux me dire si c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo? Bienvenue sur ce stream de l'agenda politique. On revient sur les événements politiques de la semaine qui vient de se terminer pour parler de ceux qui vont venir cette semaine. Voilà, donc où on fait de la pédagogie, on définit les termes pour, euh, pour comprendre un petit peu l'actualité politique. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser et, euh, et voilà. Donc, Michel Barnier a parlé en premier. D'accord, alors, euh, tu ne parles pas français, mais est-ce que tu le comprends? Parce que je suis en train de me demander comment as-tu réussi à trouver ce stream vu que tu es de Russie? Oh, I can speak English. I can do some words in English if you want, but that will do a very big massacre of the English language. Après, euh, Yel dit qu'elle ne parle pas français. Ça veut pas dire qu'elle ne le comprend pas. Voilà. Euh, Bah écoutez, je vais revenir un petit peu, parce que là je vais pas pouvoir tout faire en anglais. Comprenez bien que ça va être compliqué pour moi de, euh, de faire tout le stream en anglais, surtout que du coup on fait de la politique française. Mais voilà, je vais continuer, du coup, je vais reprendre là où j'en étais. Deuxième élément de la politique de Michel Barnier, il a parlé d'introduction de proportionnel pour les nouvelles élections législatives. Michel Barnier n'a pas exclu d'introduire la proportionnelle qui permettrait de voter pour des listes et non plus au scrutin uninominal à deux tours. Il n'y a pas de ligne rouge, je veux simplement que la Ve République fonctionne bien, peut-être mieux. Donc si la proportionnelle en partie est une solution, je ne me l'interdis pas. Clairement, ici, c'est un élément programmatique du Rassemblement national qui est en faveur de la proportionnelle. D'autres partis, euh, d'autres partis sont pour la proportionnelle, bien sûr, mais là, clairement, on sait que c'est quelque chose du Rassemblement national qui... with Chinese? Ah d'accord, c'est intéressant. Mais là, oui, c'est clairement un élément du programme du Rassemblement national pour s'assurer de son soutien, parce que le Rassemblement national a tout à gagner à avoir soit une dose, soit l'intégralité de l'élection législative au- à la proportionnelle, puisque dans le cadre de l'élection qu'il y a eu là au mois de juillet, oh, ah mais il me le faut. Et, moi je veux deux sons de Valérie Pécresse que je veux retrouver et les mettre dans mon stream deck. C'est le debout de Valérie Pécresse et le vous m'avez manqué. Je veux ces deux sons-là pour le mettre dans mon stream deck, ce qui serait très drôle. Mais du coup, le Rassemblement national est en faveur de la proportionnelle, puisqu'ils auraient eu en fait la majorité relative des sièges à l'Assemblée nationale avec ce système à cette élection-là. Donc bien évidemment qu'ils sont pour. Voilà. Donc, il va peut-être tenter une réforme constitutionnelle, sachant que là, ça va être encore plus coton de la faire passer. On va voir ce qu'il en est. Ses priorités, travail, immigration, dette et services publics. Un bon programme de droite. Comme la veille lors de son discours de passation de pouvoir avec Gabriel Attal, Michel Barnier a fixé parmi ses priorités de maîtriser les flux migratoires avec des mesures concrètes. Eh bien, j'habite en France, mais j'en dirai pas plus. Je préfère rester discret sur ma vie privée. Hop.
Donc voilà, on est sur un bon programme de droite. Maîtriser, voilà, avec des mesures concrètes, revaloriser et ne pas augmenter la dette de la France. Le chef du gouvernement a également cité les services publics, qui sont aussi un besoin immense dans les quartiers urbains, mais aussi dans les campagnes aussi, reprenant ainsi les grandes lignes du pacte législatif présenté par son parti LR en juillet. Eh ben, merci d'être passé sur ce stream. C'était étrange mais bienvenue. Merci d'être venu, c'était sympathique. Bonne journée à toi. euh, et voilà. Donc, clairement, Michel Barnier va appliquer un programme LR, un programme de droite dure, avec lequel finalement les centristes et le Rassemblement national vont apporter leur pierre à cet édifice. Voilà. Ils pensent notamment aux déserts médicaux et à la santé et au logement. Donc, ils vont être trois chantiers de services publics, mais comme à chaque fois avec ceux qui promettent de ne pas endetter plus la France et de remettre des services publics, c'est compliqué à moyen constant. Il faut investir dans les services publics, il faut trouver des sources de financement supplémentaires, et donc s'il n'y a pas de nouvelles sources d'imposition, et ben en fait tu ne peux pas créer plus de services publics à moyen constant, ou alors tu vas mener au burn-out des agents ou à déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce qui n'est pas une politique sociale. Il faut se le dire, ce n'est pas une politique sociale. Il ne s'interdit pas plus de justice fiscale. Interrogé sur le déficit public abyssal, qui devrait se creuser encore à 5,6% du PIB cette année, le Premier ministre a répondu: face à cette urgence, je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale. Vous remarquerez, là c'est intéressant, la double négation. On est sur ce qu'on appelle une prétérition. En rhétorique, en termes de figure de style, une prétérition, c'est dire qu'on ne va pas parler de quelque chose pour finalement parler et expliquer le système. Et le monde politique en est rempli de prétéritions. Et là, en fait, il fait une prétérition avec une double négation. En gros, pour lui, il peut considérer l'option, mais c'est pas au premier plan. Et c'est pour ça qu'on est dans une politique de droite, c'est que l'idée, ça va être d'abord de travailler sur les dépenses avant de travailler sur les recettes. Je vais m'efforcer avec les différents ministres qui seront nommés de mieux maîtriser, de mieux utiliser l'argent public et de m'appuyer sur des services publics parce que nous avons besoin de services publics efficaces. Je ne dirai pas que je ne vous aime pas, cela vous froisserait. Excellent exemple de prétérition, merci Bazar des Faits. Voilà, clairement l'exemple de la prétérition qui met le pied dans le plat, qui dit les termes, tout en disant qu'on va pas le dire. Et en fait, c'est un outil rhétorique qui, en fait, quand il est bien employé, est un peu cynique et en même temps très engageant d'un point de vue politique, mais le problème c'est qu'en fait il est utilisé jusqu'à l'écœurement aujourd'hui, et en fait ça n'a plus aucune utilité dans le discours politique, et notamment dans le discours politique centriste, le fameux Nini promis par Emmanuel Macron, qui en fait a passé ses deux quinquennats à nous promettre une chose et son contraire, à utiliser des prétéritions en veux-tu et en voilà, justement pour éviter de se mettre à dos à chaque fois les deux parties des personnes qu'il allait forcément décevoir. Revenons donc à Michel Barnier et sa prétérition. Donc vous voyez, hein, mieux utiliser l'argent public et m'appuyer sur des services publics. En gros, moins de dépenses avant plus de recettes. Et c'est pour ça qu'on va être dans une politique de droite. Donc, il veut avoir de meilleurs services publics, mais en même temps, il va fermer les robinets. Donc, vous m'expliquez comment on peut financer des écoles, des hôpitaux, euh, des, euh, euh, des universités aussi, puisque c'est un ministère à part, des maternités, des mairies, voilà, tous ces services publics de proximité, des transports publics aussi, puisqu'ils sont aussi financés parfois par l'État. Faut m'expliquer comment on fait mieux avec moins. Moi, je, moi, je vois qu'on essaye depuis plusieurs quinquennats et à chaque fois, c'est de pire en pire. Donc voilà.
Avant d'ajouter, vous voyez, c'est la deuxième partie, il faut aussi de la croissance. Il faut aussi de la croissance. La croissance, elle ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas de l'administration, elle vient des entreprises, petites, grandes ou moyennes, des agriculteurs, des pêcheurs, de notre commerce extérieur, du rôle des Français, de l'étranger, de nos départements et de nos régions d'outre-mer. Donc là, Michel Barnier insulte les fonctionnaires. Puisque là, clairement, il dit que clairement, et c'est pour ça, en fait, c'est dans ce sens-là qu'il va justifier la politique d'austérité qu'il va mettre en place pour les services publics. Les services publics, ça ne sert pas à la croissance. Donc si en fait ça coûte de l'argent et que ça n'en rapporte pas, bah autant fermer les robinets, ça nous coûtera moins cher. Le problème, c'est qu'il met sous le tapis tout ce rôle de filet de sécurité qu'on a eu pendant des années et qu'en fait on est petit à petit en train de détricoter avec la sécurité sociale d'un côté et les services publics de l'autre. Et en fait, c'est ce qui fait que à ce jour, on a justement un pays qui résiste plus que d'autres pays aux aléas économiques, qui fait que, eh bien, même si, comment dire, euh, on a un taux de pauvreté qui augmente en plus avec la politique d'Emmanuel Macron. On va pas se le cacher, hein. Je vois les files étudiantes devant les dons alimentaires qui n'ont jamais été aussi grands. Voilà, la précarité qui augmente, le nombre de personnes qui déclarent sauter un repas dans une journée qui n'a jamais été aussi grand. Donc la pauvreté augmente. Et en fait, c'est tout ce système de filet de sécurité que petit à petit on détricote qui fait qu'en fait les gens ne sont pas dans une précarité totale et absolue, ce qui fait que les gens ont encore un minimum de dignité. Mais le problème, c'est que ça ne plaît pas à cette frange-là de la politique qui dit que pour eux, en fait, ça coûte de l'argent et que ces gens-là, en fait, ça sert à rien de les soutenir et qu'au contraire, eh ben, il faut soutenir les entreprises, peut-être grandes ou moyennes, donc en gros des crédits d'impôt, des allègements de cotisations sociales, des agriculteurs avec une politique européenne de plus en plus compliquée. Les pêcheurs, c'est pareil, qui du coup en plus est une prérogative européenne exclusive. Commerce extérieur, euh, on mettra sous, enfin, j'allais faire une prétérition, justement, dire on mettra sous silence la balance du commerce extérieur qui n'a jamais été autant en déficit. On n'a jamais autant importé que depuis qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sont au pouvoir. Voilà. Voilà, je viens de faire une prétérition. Écoutez, on a la théorie et on a la pratique. Voilà. Je vous ai dit, c'est de la pédagogie qu'on fait ici. Bref, en plus je suis en train de m'énerver là, il faut que je fasse attention parce que ça va faire monter mon taux de stress. Il faut que je fasse attention. J'en étais où? Euh, Ah oui, tiens, j'ai raté ça. Oh, 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 oh. Il y en a marre de faire des chèques en blanc sur les générations futures. Ça fait très mal. À propos de l'écologie, comme à propos des finances publiques. Là, là, franchement, c'est clairement, c'est clairement une politique antisociale, anti-écologique qui s'amorce. Parce que ne plus vouloir investir sur les générations futures comme sur l'écologie, c'est se condamner. Peut-être pas à court terme, mais c'est se condamner à moyen et à long terme. C'est voir une planète devenir progressivement invivable, des aléas climatiques qui vont augmenter, et à côté de ça, eh ben en fait des jeunes qui ne vont pas trouver leur marque dans un monde du travail qui aura de moins en moins de sens, et c'est pas comme ça qu'on crée une société et qu'on se forge un avenir et surtout qu'on redonne à la France son rang de puissance qu'elle avait dans les autres années. Bien au contraire, c'est justement en investissant sur la jeunesse, sur l'avenir, sur l'écologie, sur ce qui fonde l'indépendance de la France. Et je parle pas uniquement que de relocalisation et de beaux discours à l'eau de rose qu'on a eu depuis qu'on a eu le Covid, mais en faisant des vrais choix stratégiques qui ont fait l'indépendance de la France. C'est comme ça qu'elle a su se redresser au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, clairement, une politique de Barnier, c'est condamner la France sur la scène économique et donc forcément à la faire décliner sur la scène internationale. Rien qu'avec cette histoire de justice fiscale. Moi, ça me terrorise tout ce que je lis. Affirmation de l'indépendance du gouvernement. Bon,
J'en ai un petit peu parlé. Bruno Le Maire Énergie. Par rapport à quoi? Je sais pas de quand date ton commentaire, Bazar des Faits. Je sais pas par rapport à quoi tu cites le renflement brun de notre Bruno international, de notre Bruno littéraire. Le coup des chèques en blanc. Mais enfin, logique, ils sont de la même, comment dire, sensibilité politique à la base. Donc évidemment que on va retrouver les mêmes mots, le même vocabulaire politique. Oui, oui, c'est vrai, il l'avait dit. Effectivement, il l'avait dit. J'en ai marre de ces notifications, va falloir que je m'en occupe. Donc, enfin, c'est logique. J'ai loupé les dernières minutes, merci le chat, c'est la justice fiscale qui a l'air de se faire peur. Je vais te résumer. Je vais te résumer en gros cette justice fiscale de droite. Les notifs, ça me flingue. On n'a pas vu de notifs. Donc, de mieux utiliser l'argent public et m'appuyer sur les services publics parce que nous avons besoin des services publics efficaces. En gros, c'est couper le robinet des services publics, ce qui me terrorise. Il y en a marre de faire des chèques en blanc sur les générations futures à propos de l'écologie comme à propos des finances publiques. Faut arrêter de dépenser sur les jeunes, sur l'avenir et sur l'écologie. C'est con, c'est ce qui fait que la France pourrait retrouver un rang de puissance internationale et une indépendance pour les décennies à venir. Il faut la croissance, la croissance. Elle ne vient pas de l'administration, les services publics, ça sert à rien. Elle vient des entreprises, petites, grandes ou moyennes. Donc il faut plus de crédit d'impôt sur les entreprises, plus de cotisations, d'allègement de cotisations sur les entreprises, des agriculteurs intégrés à une Union européenne, pareil pour les pêcheurs, un commerce extérieur exclusivement géré par l'Union européenne. Et le reste, c'est de l'enrobage. Donc voilà, on est sur un Premier ministre qui ne veut pas investir sur l'avenir et qui veut condamner la France sur la scène économique, sur la scène sociale et donc sur la scène internationale. Voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, en plus, avec le résumé que je fais, c'est clairement un truc qu'on pourrait isoler pour faire des petits montages. Le problème, c'est que j'ai pas de monteur ou monteuse attitré et j'ai un peu la flemme de faire ça. Mais c'est bien parce qu'en fait, limite, ça pourrait faire des shorts, quoi, pour parler, enfin, faire, voilà, l'édito de Saslil en DC derrière mon PC. Bah figure-toi que je suis dans le même état aussi, voilà. Donc l'indépendance du gouvernement, hein, voilà. Le gouvernement est responsable, il y aura une indépendance. Le gouvernement gouvernera, ah bah c'est beau, voilà. Alors là, formidable exemple de ce qu'on appelle un concept mobilisateur, où, en gros, un concept mobilisateur, c'est quelque chose qu'on dit, où en fait, on pourrait pas dire le contraire. Quelqu'un qui dit, je suis, je suis pour que les gens vivent. Tu vas pas dire je suis pour que les gens meurent. Et ben là c'est pareil. Le gouvernement gouvernera. Vous imaginez un premier ministre dire non, moi j'ai décidé je gouvernerai pas. J'ai été nommé premier ministre mais je gouvernerai pas. Voilà. En fait j'ai été nommé pour ne pas gouverner. Et je le ferai en bonne intelligence avec le président de la République naturellement. Eh ben écoute, je sais pas comment je dois prendre ce commentaire, bazar des faits. C'est vrai que du coup, enfin, j'essaye de me faire une opinion, mais si Michel Barnier, il est déjà en train de me sortir par tous les gonds. En plus, la blague, c'est que sur ce contenu politique, je voulais un minimum de d'indépendance par rapport à mes propres opinions pour justement être le plus pédagogue, le plus comment expliquer ça? Le plus ouvert possible finalement aux opinions des gens. Et puis Michel Barnier est passé, ça se lit à aboyer. Voilà. Donc j'ai testé, j'ai pas réussi. Donc du coup, il explique qu'il va essayer de se positionner en situation d'indépendance. Euh, et en même temps, c'est logique. Il est des républicains qui ne font pas partie de la coalition présidentielle. Et en même temps, il faut qu'il donne des gages au Rassemblement national parce que sinon, hop, motion de censure. Donc clairement, évidemment, qu'il veut essayer de gager une sorte de d'indépendance de son gouvernement, voilà. Mais qui est une indépendance, j'ai envie de dire, de façade puisque de toute façon, euh, ça va être une sorte de cohabitation avec les autres coalitions du Parlement. Et j'entends par là le centre et l'extrême droite, bien sûr, puisque la gauche,
a définitivement été exclu euh, de, euh, de, de l'agenda politique, j'ai envie de dire, mais pas du mien finalement, puisque j'en parle un petit peu, mais de l'agenda politique du centre et de Barnier. Alors, je passe un petit peu sur la suite. Ouais, c'est la fin de cet article, parce que là, mine de rien, ça va faire 40 minutes qu'on est sur cet article. C'était, mine de rien, fallait qu'on passe pas mal de temps, mais voilà, il essaye de s'acheter une indépendance par rapport à la fois au centre et au Rassemblement national, mais ne vous laissez pas avoir, clairement, il a besoin des deux pour pouvoir gouverner, c'est pour ça qu'il a été nommé Premier ministre, donc forcément, il va piocher des idées, j'allais dire à droite à gauche. J'ai envie de dire, il va piocher des idées à droite et à l'extrême droite pour son gouvernement qui va être qui sera nommé. Mais voilà un petit peu. En gros, il essaye de s'acheter une indépendance, mais qui n'est que de façade. Voilà un petit peu ce qui peut résumer cette interview de Michel Bernier. Enfin, du moins, comment moi un petit peu je vois. On va dire que c'était mon instant édito, que je m'autorisais, voilà, à avoir une opinion. C'est important de s'autoriser des opinions par rapport à la nomination de Michel Barnier. Donc Michel Barnier, qui nous promet un programme de droite, bien de droite, qui pioche des idées à droite et à l'extrême droite, et qui va compter avec le centre. Du coup, on va avancer sur l'agenda politique. 2 jours après, des manifestations ont eu lieu contre le coup de force d'Emmanuel Macron après la nomination de Michel Barnier. Forcément, on fait un gouvernement qui passe d'une politique de centre droit à une politique de droite. Effectivement, ça provoque des manifestations. Démocratie, les Français n'ont pas voté pour ça, que Macron démissionne. Dans les cortèges, les mêmes mots sont revenus pour dire la colère face à la nomination de Michel Barnier, issu des Républicains, comme Premier ministre. Quelques 110 000 personnes, ça ce sont voilà, les chiffres du ministère de l'Intérieur, ont défilé en France samedi 7 septembre contre le coup de force d'Emmanuel Macron dans différentes villes. Je sais plus combien, ah bah voilà, 150 mobilisations dans tout le pays. La gauche, la France insoumise en tête, a choisi la rue comme tour de chauffe d'un automne politique qui s'annonce brûlant. Donc, la police nous dit 110 000 personnes et en fonction des organisations, on nous dit entre 100, 160 000 et 300 000 personnes manifestant. Donc grosso modo des personnes qui se sont considérées comme proches des idées de la gauche, puisque la gauche qui est finalement arrivée en tête des élections législatives, qui se retrouve complètement isolée de l'échiquier politique. Donc forcément, qu'est-ce que fait la gauche quand elle n'est pas contente? Elle manifeste, donc entre 110 000 et 300 000 personnes qui ont manifesté partout en France. À la base, l'initiative était lancée à la fin d'août par 2 syndicats étudiants et de lycéens, puis reprise en main par les Insoumis, s'inscrit dans une stratégie de contestation plus large des troupes de Jean-Luc Mélenchon, qui ont déposé également à l'Assemblée nationale une procédure de destitution du président de la République. Les manifestations ont eu un réel effet politique, j'en ai très peu entendu parler. Et ben moi non plus, j'ai pas pu aller manifester samedi. Je me suis fait mal. Enfin, je m'ai fait bobo. Du coup, j'aurais pas pu aller manifester. Euh, Au niveau des effets des manifestations, je pense que en fait, clairement, en fait, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, puisqu'effectivement, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est un score assez honorable entre 110 000 et 300 000 personnes. J'ai envie de dire que d'un côté, la gauche a fait mieux en termes de mobilisation, mais elle a aussi fait pire. Donc, on est dans un score un petit peu de tour de chauffe, finalement, comme dit cet article du Monde. Pour moi, le fait que ça n'a pas beaucoup eu d'impact, ça vient de deux choses. La première, c'est que Michel Barnier est pour l'instant tout seul dans son gouvernement. Ses ministres ne sont pas nommés, ils ne sont pas en exercice. Donc clairement, c'est compliqué pour lui de répliquer en disant c'est dommage de manifester, j'ai encore rien fait.
Donc, il y a cette idée de... Enfin, moi, je le vois comme ça. En gros, il n'a pas encore eu le temps d'agir, donc c'est compliqué de donner, enfin, surtout enfin, les médias, de donner la parole aux manifestants pour leur dire bah, pourquoi vous contestez ce qu'a fait Barnier. Il n'a pas encore eu le temps de, euh, de gouverner, voilà, puisqu'il a dit que le gouvernement gouvernera, hein. C'est pas moi, c'est lui qui le dit, hein. Voilà. Deuxième élément qui pour moi expliquerait qu'on n'en entend pas beaucoup parler, c'est qu'en plus on était dans une période d'entre-deux, où en fait on a un Premier ministre, on n'a pas de gouvernement, et en même temps l'Assemblée nationale n'est pas en session. L'Assemblée nationale va reprendre ses travaux le 1er octobre, mais donc, pendant ce temps, les travaux n'ont pas commencé. Aucun projet de loi n'est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, en fait, pour l'instant, l'actualité parlementaire, puisque c'est un peu ça dont il est question avec la nomination de Michel Barnier, l'actualité parlementaire sur le travail des députés étant un peu au temps mort, c'est comme ça que j'imagine enfin, c'est pour ça que j'imagine qu'on donne pas trop d'élan à cette manifestation. D'autant plus que, bon, dépendamment des différents médias, il y en a qui aiment bien un petit peu marginaliser la gauche, donc voilà, je noircis pas plus le tableau, puisque le tableau est déjà tout noir. Voilà, donc je la fais courte sur la manifestation. La plus grosse, évidemment, était à Paris, partie de Bastille, voilà. Il y avait différents représentants politiques, Jean-Luc Mélenchon notamment. Euh, nananana. En fait, ce qui est surtout critiqué ici et pour les manifestants, c'est que Michel Barnier a bénéficié pour accéder à Matignon de la bienveillance du Rassemblement national, qui a décidé de lui laisser sa chance. Le nouveau Premier ministre semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire, et j'imagine que c'est Marine Le Pen qui... Oui, voilà, c'est ça qui le dit, c'est-à-dire quelqu'un qui soit respectueux des différentes forces politiques, a réagi Marine Le Pen après l'annonce de l'Élysée. C'est un homme qui n'a jamais eu d'outrance dans la façon dont il a parlé au Rassemblement national, qui n'a jamais mis le RN au banc. C'est un homme de discussion, a encore souligné la chef de file des députés d'extrême droite. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'on va avoir une politique qui allie le centre, la droite et l'extrême droite. Donc, grosso modo, des jeunes qui se sont rassemblés, voilà, et la manifestation à Marseille. Voilà, mais grosso modo, c'est à la fois pour protester contre la gauche absente du pouvoir et la nomination de Michel Barnier. Puisqu'en fait, à la base, cette manifestation, elle était organisée parce qu'en fait, c'était pour porter Lucie Castet à Matignon, pour montrer que la rue était derrière Lucie Castet. Mais finalement, Emmanuel Macron aura décidé de prendre la rue de court, et en même temps, il n'a jamais donné beaucoup de crédit à la rue. Serait-on étonné? Ça, c'était pour l'actualité de samedi. La dernière actualité de la semaine dernière, et qui date d'hier, c'est que, nommé à Matignon, Michel Barnier demande un délai supplémentaire pour l'envoi de son plan de réduction du déficit public à Bruxelles. Et c'est là, du coup, Valérie, que je vais pouvoir t'expliquer un petit peu ce qui est tout ce qui va être en jeu avec le budget qui va être voté au Parlement à l'automne. Visée depuis la fin juillet par une procédure européenne pour déficit excessif, comme 6 autres États membres de l'Union européenne, la France doit envoyer d'ici au 20 septembre à Bruxelles son plan de réduction du déficit public jusqu'en 2027. Je vais vous la faire courte parce que le temps du live, enfin j'ai plus qu'une demi-heure quoi en gros. La France fait partie de l'Union européenne et donc il y a différentes règles à respecter pour pouvoir être considéré comme membre à part entière de l'Union et ne pas avoir de sanctions. L'une d'entre elles, qui est régie par un des traités de fonctionnement de l'Union européenne, ce qu'on appelle un TFUE, dit qu'il y a des règles budgétaires à respecter pour pouvoir être considéré comme membre de l'Union européenne. Et c'est notamment, en fait, quand vous entendez parler d'un pays qui veut intégrer l'Union européenne, c'est notamment toutes ces règles-là qu'ils doivent mettre en place pour s'harmoniser, c'est le mot qu'on entend beaucoup, aux autres pays de l'Union européenne. Les deux critères,
qui sont les règles de l'Union européenne. Le premier, c'est d'avoir ce qu'on appelle un déficit public inférieur à 3%. Ce qu'on appelle le déficit public, c'est la balance entre d'un côté les recettes de l'État, ce qu'il gagne sur une année, et de l'autre les dépenses, ce qu'il dépense au total sur une année. Si l'État gagne plus qu'il dépense, il est en position d'excédent budgétaire, il a des petites réserves, voilà. Si à l'inverse, les dépenses pèsent plus que les recettes, l'État est en situation de déficit. Il dépense plus qu'il ne gagne et il doit emprunter pour pouvoir boucler son budget sur une année. L'Union européenne établit que ce système de déficit public, et ça a été repris par la suite, il se mesure en pourcentage du PIB. C'est-à-dire que c'est évalué sur le PIB, le produit intérieur brut, ce que produit la France, euh, puisqu'on parle de la France, en une année en termes de richesse. Ça se mesure pour la France en milliards d'euros. Grosso modo, il me semble que c'est aux alentours de 2300 milliards d'euros. Et donc, on observe si l'excédent ou le déficit euh, par rapport à au PIB. Et là, il se trouve que le budget qui est actuellement en vigueur et qui avait été voté l'année dernière, finalement, ne tourne pas très bien et prévoit un déficit public qui soit de l'ordre de 5,6% du PIB. C'est-à-dire que l'État, par rapport à ce qu'il produit sur une année, dépense 5,6% de plus en termes de dépenses publiques par rapport aux recettes. Donc il est déficitaire de 5%, ce qui équivaut, grosso modo, si il me semble que c'était de l'ordre de 800 à 900 milliards d'euros. Non, 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 beaucoup, beaucoup trop. Euh, ils mettent peut-être le chiffre. Bref, la France est en déficit et s'endette petit à petit au fur et à mesure du temps, puisque du coup, plus on a de déficit, plus on doit emprunter pour résorber le déficit, pour boucler le budget, mais en même temps, qui dit emprunt dit intérêt, qui viennent s'ajouter au budget. Et donc, plus de dépenses. Plus de dépenses, fait qu'il y a plus de déficit, donc on emprunte plus. C'est un petit peu le cercle vicieux dans lequel la France est depuis j'ai envie de dire, plusieurs décennies. Puisqu'il me semble que le dernier budget en excédent de la France, c'était en 1974 ou en 1975, quelque chose par là. Voilà. Et depuis, la France est constamment en déficit. Ça, c'est le premier critère. Il faut être en dessous de 3% de déficit public, c'est-à-dire il faut s'endetter moins de 3% du PIB sur l'année pour être considéré comme un bon membre de l'Union européenne. Le deuxième critère, et pour l'instant les pays sont revenus, c'est d'avoir une inflation inférieure à 2%. L'inflation, la hausse généralisée des prix sur une année, inférieure à 2%, donc que les prix augmentent de moins de 2% que ce qu'ils étaient il y a une année. On a eu un gros pic d'inflation en 2022-2023 qui est redescendu depuis. La France est repassée en dessous des 2% ou côtoie les 2%, ça dépend des mois. Donc là-dessus, ce critère-là est satisfait pour la Commission européenne. Mais du coup, eh ben en fait, notre déficit public s'aggrave. Puisqu'en fait, au début de l'année, on disait, notre Bruno Renflement-Brun, le maire, nous disait qu'on partait sur un déficit d'à peu près 4%. Or, il se trouve que le budget a moins de recettes dans son exécution et beaucoup plus de dépenses. Et donc, on passe de 4% de déficit à 5,6% à l'heure qu'il est. Forcément, la Commission européenne, elle n'aide pas ça, puisque on doit, pour faire partie de l'Union européenne et ne pas avoir de sanctions, on doit faire partie, enfin avoir ces 3% maximum de déficit public. Le problème, c'est qu'en fait, d'année en année, il s'aggrave. Euh, donc du coup, il y a un poids immense qui pèse sur les épaules de Michel Barnier pour élaborer le prochain budget, celui qui va être voté à l'Assemblée nationale, puisque il y a à la fois le budget d'une année à faire, et en même temps, euh,
ce qu'on appelle une trajectoire de finances publiques, un plan de réduction du déficit public, à envoyer à la Commission européenne pour leur dire, ah bah écoutez, je suis Premier ministre, je sais qu'on n'est pas dans les clous par rapport à ce critère-là, je vais faire telle mesure, telle mesure, telle mesure, telle mesure, jusqu'en 2027, pour qu'on puisse résorber ce déficit public et revenir à 3%. Le fait est que on a un Premier ministre de droite, une Commission européenne de droite. Le seul moyen pour ces institutions-là de revenir à 3% de déficit public, grosso modo, c'est de dépenser moins. On réduit les dépenses de partout. Donc, le budget qui nous attend va être un budget de d'austérité, ce qu'on appelle l'austérité, c'est-à-dire on va couper dans les dépenses publiques à tout va, et donc la réforme des retraites qu'il veut améliorer fait partie de cet objectif de réduction des dépenses publiques. Et donc c'est pour ça qu'on en entend déjà parler, alors qu'il n'y a même pas encore de gouvernement qui est constitué et qu'il n'y a même pas de ministre de la Santé, des Solidarités ou quelque chose, peu importe le nom qu'il aura. Du coup, en fait, on se dirige vers un budget qui va être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui va en fait finalement comporter beaucoup de coupes budgétaires pour revenir dans les clous du budget. Sachant que on est dans une situation très tendue. Je vous remets le diagramme de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous que pour l'instant, en termes de soutien de la politique de Michel Barnier, nous avons, allez, je vais même mettre les ciotistes pour considérer un peu l'ensemble. Pour l'instant, nous avons 355 élus qui ne sont pas hostiles à la politique de Michel Barnier. Là, je parle, faites pas attention aux mots sans survoter, là je parle en termes de soutien à Michel Barnier. Le centre, la droite et l'extrême droite. Michel Barnier va devoir prendre une décision, à savoir, est-ce qu'il reprend un budget qui gèle tous les postes et avec quelques petites réductions de postes pour l'année prochaine, pour pouvoir garder sa majorité, ou bien est-ce qu'il prend le risque, dès le début, de faire des coupes budgétaires de partout, au risque de perdre le soutien du Rassemblement national, à droite d'Éric Ciotti, et donc de s'exposer à une motion de censure. C'est là tout le sel qui va occuper les débats du budget sur tout l'automne. Le Parlement, qui est sur le point de se réunir en séance ordinaire, donc ils vont reprendre leurs travaux tout simplement, va avoir jusqu'au 1er janvier pour adopter un budget. J'entends par là que du coup, c'est pas simplement un vote à l'Assemblée nationale. Il va y avoir un vote à l'Assemblée nationale, le texte va aller au Sénat, il va revenir à l'Assemblée nationale, une nouvelle fois au Sénat. Si les deux textes approuvés sont les mêmes, le budget sera adopté. Sinon, il y aura un dernier vote en commun pour savoir si le budget est approuvé ou pas. La situation est déterminante, puisque avec le soutien de cette coalition centre, droite et extrême droite, qui ne se déclare pas complètement hostile à Michel Barnier, il pourrait engager sa responsabilité, utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui lui permet de faire passer son budget de force, sans vote des parlementaires, à moins qu'une motion de censure soit adoptée. C'est notamment ce qu'avait beaucoup fait Elisabeth Borne sur les deux budgets précédents, celui des années 2023 et 2024. Oui, c'est ça, hein. Oui, voilà. À chaque fois, elle avait engagé sa responsabilité via l'article 49.3, puisqu'en fait, elle n'avait pas de majorité absolue. Et donc, elle savait que son budget, son projet de budget au point de départ au bureau de l'Assemblée nationale allait être forcément complètement différent à l'arrivée entre-temps. Et il était parti pour être différent. Donc, elle a dit, on arrête les dégâts, j'engage la responsabilité de mon gouvernement à chaque fois, ce qui fait qu'il y a 11 49.3 par budget qui auront été engagés pour qu'ils soient adoptés. Le problème, c'est que là, Michel Barnier, enfin, en gros,
Elisabeth Borne, elle n'avait pas que 166 sièges. Elle en avait plus. Elle avait quelque chose comme 250 députés. Ce qui faisait qu'à chaque fois, la motion de censure n'était jamais adoptée parce qu'il y en avait qui disaient bah on est contre le gouvernement, mais on n'est pas pour le censurer néanmoins. Là, si Michel Barnier perd le RN et à droite, eh ben, il y a un risque de censure. Donc, il est pris entre deux étaux, si je puis dire. Voilà, il est tiraillé de deux côtés. D'un côté, la Commission européenne, qui va lui dire très gentiment, c'est-à-dire à venir avec les battes et mettre des coups dans les genoux jusqu'à ce que la France décide de coopérer, en lui disant tu réduis ton déficit public ou on te met des amendes qui sont de l'ordre de 0,5% du PIB, il me semble, ce qui est un chiffre énorme, hein, ce qui aggraverait encore plus le déficit public de la France. Donc voilà, donc il y a cette option-là. Il y a l'option, la Commission européenne casse les genoux à Barnier, et donc Barnier dit dès le début, budget de l'année 2025, on fait des coupes de partout pour se rapprocher le plus possible des 3%, et me faites pas de mal. Voilà. Bah merci l'actualisation surprise là. J'avais pas demandé ça. Hop, je remets. Le problème, c'est que s'il fait ça, comme je le disais, eh ben, il y a sa participation du RN et d'à droite qui est en suspens, donc possiblement une motion de censure. Du coup, il est tiraillé de l'autre côté pour faire un budget qui soit à peu près le même, ou qui soit plus dans un objectif d'un budget de droite, c'est-à-dire avec quelques dépenses quand même, mais pour pas trop exciter les partenaires sociaux, pour faire baisser un petit peu les dépenses, mais sans pour autant être dans une trajectoire de réduction des dépenses publiques et d'être de retour à 3% d'endettement d'ici à 2027. Voilà un petit peu ce qui attend le chantier colossal qui attend Michel Barnier et ce à quoi j'imagine il doit être déjà attelé finalement, oups, en plus de la nomination de son gouvernement. Puisque du coup, au 1er octobre au plus tard, le projet de loi devra être sur le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà un petit peu pour le budget. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions que tu pouvais avoir, Valérie. Moi, je pense avoir fait un bon éclairage là-dessus. Mais voilà, du coup, en fait, le budget qui se prépare, il n'est pas tout seul. Il est dans l'objectif d'être dans un désendettement global d'ici à 2027. Donc, c'est finalement un budget sur 3 ans que Michel Barnier nous prépare. J'imagine. Voilà. Et donc du coup, on va avoir une session parlementaire très mouvementée, puisqu'on risque d'avoir du 49-3. On risque aussi d'avoir beaucoup de motions de censure qui risquent de faire tomber le gouvernement Barnier. Alors, au niveau de la dissolution, je vais pouvoir l'expliquer. Euh, Au vu de la situation, c'est vrai qu'on se dit une nouvelle dissolution, ça permettrait de remettre les pendules à l'heure. Alors peut-être qu'on aurait une assemblée un peu plus gouvernable, ou peut-être que ce serait encore plus le bordel. On peut pas le dire. Néanmoins, voilà, la politique va être compliquée et en fait c'est pour ça que là actuellement il n'y a pas de session parlementaire actuellement. Normalement, il est de presque de tradition, j'ai envie de dire que en fait en septembre, le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat réunissent ce qu'on appelle une session extraordinaire du Parlement pour étudier des projets de loi sur le mois de septembre. Parce qu'en fait, entre la session parlementaire, elle a lieu entre octobre et juin. 1er octobre, 30 juin au plus tard, et après c'est vacances, entre guillemets, de 3 mois. Un vrai panier de crabes, effectivement, je ne te le fais pas dire. Il y a une session ordinaire qui va donc du 1er octobre au 30 juin, donc 9 mois de réunion de l'Assemblée, enfin des deux assemblées d'ailleurs, Assemblée nationale et Sénat. À côté de ça, on a le droit à une session extraordinaire par an qui dure un mois maximum.
Donc des fois, enfin bien souvent on la met en septembre parce que ça coïncide avec la rentrée et ça permet de mettre les projets de loi sur la table de ceux qu'on a grattés pendant l'été. Parce que les ministres sont pas tout à fait en vacances, hein, ils continuent à travailler l'été et ils grattent des projets de loi comme ça. Avant de passer à l'examen du budget, qui commence toujours le 1er octobre, et ben on a une petite fenêtre entre le 1er et le 30 septembre pour dire on fait passer quelques lois, voilà, comme ça on ajuste des petits trucs à droite à gauche avant de passer au budget. Là, je vais le dire de but en blanc, on ne peut pas avoir de dissolution. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas redissoudre l'Assemblée nationale? C'est tout simplement la Constitution qui nous l'interdit. En effet, c'est l'article 28, il me semble, de la Constitution qui dit que il ne peut y avoir de dissolution d'une assemblée, enfin de l'Assemblée nationale. Je la cite de tête, hein, sinon on ira voir sur le site du Conseil constitutionnel. Il ne peut y avoir de dissolution de l'Assemblée dans l'année qui suit une élection législative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une élection législative qui est convoquée, qui a eu lieu, il faut compter 12 mois avant la prochaine dissolution. On ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant cette période-là. Dès qu'il y a une élection, tu dois compter 12 mois, une année entière, pendant laquelle l'Assemblée ne peut pas être dissoute. Et alors, la Constitution est claire et précise là-dessus. Il n'y a aucun moyen de contourner cela. Personne n'a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale pendant ces 12 mois. Une fois passés les 12 mois, c'est le président de la République qui a ce pouvoir-là de dissoudre l'Assemblée et d'appeler à de nouvelles élections, mais une fois cette période des 12 mois terminée. Donc, s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, ce ne sera pas avant le 7 juillet prochain. Ce qui veut dire que du coup, dans tous les cas, on aura cette Assemblée nationale-là pour préparer, voter, amender, décider plein d'autres choses en et du budget de l'année 2025. Voilà. Peut-être qu'il y aura une dissolution et au vu de l'instabilité de l'Assemblée nationale qui renvoie aux heures de la 4ème République, il y en aura peut-être une effectivement le 7 juillet 2025. On aura peut-être une adresse du président de la République pour nous dire bah, c'est les vacances mais je dissous. C'est possible aussi, mais là on fait un pronostic dans 10 mois, hein. Il y a encore 10 mois encore à tenir d'ici là et un budget à passer puisque la France, alors c'est pas comme les États-Unis, elle peut fonctionner sans budget entre guillemets, il y a des moyens réglementaires de continuer à fonctionner même s'il n'y a pas eu de vote de budget à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais c'est pas le plus évident. Pour bien faire, il faut qu'il y ait un budget qui soit voté à l'Assemblée nationale. Mais donc tout ça pour dire que ça va être, comme tu le résumes finalement très bien Valérie, un véritable panier de crabes, puisque les trois coalitions vont peut-être s'opposer dans le cadre du budget et de motions de censure. Donc le gouvernement Barnier et sur un siège éjectable. Sur tous les noms qui ont été formulés, Bernard Cazeneuve, Lucie Castet, Xavier Bertrand, etc., c'est peut-être le moins, enfin celui qui est le moins sur un siège éjectable, mais il l'est quand même. Et donc, le 1er octobre va être très chargé si une session extraordinaire n'est pas convoquée d'ici là. Quand est-ce qu'on fait le live Lawgivers sur la mise à jour espagnole? Et bien justement, je voulais te le dire dans bientôt. En gros, j'ai regardé un petit peu sur le Discord. En fait, il s'avère qu'avec la sortie de la mise à jour, le jeu est devenu injouable. Tout simplement. Merci. Ah, merci. Parce que je peux pas le dire parce que c'est moi qui le dis, mais le jeu en fait est devenu injouable et il va y avoir une phase de debug avant qu'on puisse le faire. C'est-à-dire que d'ordinaire le solo tenait la route et le multi était planté, là les deux sont plantés bien comme il faut. Alors j'imagine même pas un multi sur du solo planté, voilà. Donc c'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est pour l'instant va falloir attendre quelques correctifs du développeur qui pour l'instant n'a pas manifesté signe de vie depuis la mise à jour. Voilà. Mais j'ai vraiment envie de faire ce live Lawgivers 2 sur l'Espagne. Ce serait très intéressant. Bien, et bah écoutez, avec tout ça, j'ai terminé donc l'agenda de la semaine qui vient de se passer. Il me reste 10 minutes
Ah si, j'avais un dernier truc pour dire tout simplement, il y a eu la clôture des Jeux paralympiques, c'était samedi soir, voilà, après les Jeux olympiques, oups, les Jeux paralympiques se sont terminés, donc avec une cérémonie de clôture. La France se classe huitième au classement avec 19 médailles d'or, 28 d'argent et 28 de bronze, un total de 75 médailles. Il me semble que la France voulait être huitième, viser la huitième place, donc je crois que le pari est tenu. Voilà, voilà un petit peu. Donc, je vais pas épiloguer plus que ça sur les Jeux paralympiques. Ça s'est terminé. Il y a eu un véritable engouement. C'était sympa. Voilà, il y a une véritable synergie JO dans l'ensemble, hein. J'inclus aussi les Jeux olympiques et les paralympiques ensemble. Il y a une vraie fièvre sportive. Euh, en France avec les Jeux Olympiques, donc c'est sympathique et je tenais quand même à le signaler puisque c'est un événement voilà qu'on a accueilli pour la dernière fois il y a un siècle et j'étais pas là il y a un siècle pour faire un petit bilan de tout ça. Voilà. Donc, euh, donc on en est là. Bon, petite blague. Voilà. Donc avec ça, j'en ai terminé sur l'agenda de la semaine qui se termine. Et donc du coup, de ce qu'on sait pour l'agenda de la semaine qui s'ouvre et qui a déjà commencé, il y a quelques éléments dont j'ai eu connaissance. Le premier, hop, j'ai plus besoin de vous montrer ça. Le premier, c'est tout simplement la reprise des travaux parlementaires. C'est pas, enfin, c'est la rentrée parlementaire, mais pas la reprise des travaux parlementaires. J'ai merdé dans ma prononciation. L'Assemblée nationale et le Sénat reprend du service, puisque les commissions des finances de ces deux chambres reprennent leurs travaux pour préparer le budget qui doit être, je vous le rappelle, sur le bureau de l'Assemblée au 1er octobre. À l'Assemblée nationale, c'est notamment la commission des finances qui ouvre le bal là, dans 10 minutes, à 17h, avec l'audition de Bruno Le Maire, enfin ministre démissionnaire des Finances, pour faire le point sur cet écart, sur le déficit de finances publiques. Donc là, c'est prévu sur toute la première partie de la semaine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'en profite pour dire, la commission des finances, donc c'est une des commissions dans lesquelles les députés sont présents. Ils travaillent en amont avant les séances publiques qu'on a l'habitude de voir quand elles sont diffusées aux médias. Un jour, je vous ferai peut-être de la pédagogie sur les commissions et les séances publiques. Tiens, ça pourrait être bien. Et donc la commission des finances est présidée par un député qui fait partie de l'opposition. Ce député en question, c'est Éric Coquerel, qui fait partie de la France insoumise, donc la gauche, et qui ne fera pas partie, tel que c'est prévu, du gouvernement. La gauche qui a toujours été très critique du budget qui était porté à chaque fois depuis 2022, depuis que Éric Coquerel a été élu à la tête de la commission des finances. Et oui, effectivement, je vois l'heure qui tourne. Ouais, il y a l'heure du live qui se rapproche pour toi. Euh, on va dire, je vais en profiter déjà pour te remercier d'être passé, hein, c'était gentil et d'avoir commenté. Donc, Bruno Le Maire va passer devant les députés et devant Éric Coquerel pour rendre compte du dérapage des finances publiques. Euh, Ça promet d'être intéressant. J'imagine qu'il va se faire passer un savon législatif dans la tronche bien comme il faut. J'imagine qu'il va avoir un début de semaine qu'on n'aimerait pas avoir. Le genre de début de semaine où on se fait engueuler par le patron. Ce n'est jamais très agréable. Mais bon, écoutez, hein, il a à rendre des comptes aux parlementaires. Voilà, première actualité. Donc, l'Assemblée nationale, il y avait une rumeur comme quoi elle allait justement avoir une session extraordinaire convoquée pour reprendre les projets de loi qui s'étaient arrêtés au moment de la dissolution. Il se trouve que personne n'y est favorable, donc en fait l'Assemblée nationale et le Sénat ne reprendront les travaux qu'à partir du 1er octobre. Donc il n'y aura pas de séance extra, enfin oui, de séance extraordinaire, et c'est bien dommage parce que c'est toujours sympathique, ça permet de voir sur quel pied le gouvernement veut danser. On en parlait pendant le week-end et finalement, les différentes personnes qui sont à même de pouvoir convoquer ces séances extraordinaires ont choisi de ne pas la convoquer. Donc l'Assemblée nationale, enfin le,
le Parlement reprendra ses travaux au 1er octobre directement avec le budget. Donc ça va être très explosif. Surtout que ça va être les premières discussions de députés, puisqu'en fait, ils ne se sont pas revus depuis l'ouverture de la 17e législature à la mi-juillet. Comment vous dire que ça va être explosif. Voilà. Et puis, un autre événement qui est prévu, bon, cette fois c'est pas la semaine, c'est le week-end. C'est la fête de l'humanité, qui est, enfin, la fête du journal de l'humanité, qui aura lieu ce week-end, de vendredi à dimanche, en région parisienne. Voilà. Tous les ans, ils le font, et donc c'est un événement euh, un petit peu, j'ai envie de dire, dans la suite des universités d'été des différents partis. Là, c'est un moment où les forces politiques sont reçues par le journal. C'est on festoie et en même temps on discute, on échange. C'est un moment éminemment politique et qui est attendu par nombre de personnes chaque année. Voilà, et j'imagine que, pareil, j'imagine que ça va un petit peu donner un petit peu le mot d'ordre de la rentrée, puisque la plupart des forces politiques de gauche seront présentes, peut-être d'autres forces politiques aussi, si elles sont, enfin, elles seront certainement invitées, viendront-elles? Peut-être, peut-être pas, on ne le sait pas encore, mais voilà, ça, j'imagine que ça va donner le là de la position de la gauche pour la rentrée parlementaire vis-à-vis du budget et de la politique à mener contre Michel Barnier.